vous avez déclaré que la politique était devenue l'ennemi du peuple. On a tous les éléments pour savoir et pour comprendre qu'on n'aura pas de retraite. C'est-à-dire que les retraités actuels vont voir leur retraite rabotée. Les gens qui ont plus de 50 ans vont avoir des retraites qui vont être diminuées. Et les gens qui ont moins de 50 ans, et surtout les gens qui ont moins de 40 ans, ne vont pas avoir la retraite telle qu'on l'a connue. C'est-à-dire Du tout, ça fait 40 ans que je cotise, j'ai 60 ans, et vous me dites que je vais pas avoir la retraite à laquelle j'ai droit? Non. Mais enfin, ça va pas! Arrêtez! Réveillez-vous. Point, ce système des retraites est un gigantesque Ponzi, doublé d'une mise en esclavage. Et je parle dans l'état actuel des choses. Michel Barnier envisage des hausses d'impôts pour les contribuables aisés et les entreprises profitables. Vous savez bien que aujourd'hui, l'homolibéralisme, ça a 10 000 sens. Libéralisme au sens d'anti-étatisme. Mais au sens d'anti-étatisme, d'anti-politisation, oui, vous avez raison. Au sens, par exemple, d'anti-fiscalisation, c'est aussi pareil. C'est la politique et l'idéologie qui ont fait de la France le pays le plus imposé de tous les pays riches, et qui fait qu'aujourd'hui, quand vous avez un certain revenu, avec la surtaxe, vous avez une imposition de l'impôt sur le revenu à 49%. Alors, c'est quasiment confiscatoire. Assez vite, le riche va être condamné non plus par les Lumières, non plus par les chrétiens, mais il va être condamné par les marxistes et les communistes. Il y a un discours ambiant qui nous dit depuis des années la France serait un pays ultra-libéral, très libéral, néolibéral. À vous entendre, j'ai plutôt l'impression que la France serait un pays socialiste sans le savoir. Et vous savez, la blague, dans les années 80, la France est le pays communiste, le seul pays communiste qui a réussi. Les voitures sont rationnées. Eh oui, elles sont rationnées. On est en train d'aller vers un système à l'URSS. Et il développe la raison pour laquelle il critique les communistes. Et vous voyez bien, les communistes sont obligés d'enfermer leur population. Et pourquoi? Parce que l'erreur fondamentale des communistes, c'est de vouloir abaisser les riches, alors que tout individu digne de ce nom veut relever les pauvres. Et ce n'est pas le fait d'abaisser les riches qui va apporter la solution à la pauvreté, c'est le fait de donner aux pauvres les moyens de connaître un destin meilleur. Je ne suis pas en train de dire que le Royaume-Uni est un pays communiste, mais ce que je suis en train de vous dire, que le capitalisme mourant, quand le système capitalistique est mourant, il arrive vers la fin, il commence à ressembler de plus en plus à un système communiste. La hausse d'impôts concerne seulement les 0,3% des ménages les plus fortunés, annonce le ministre du Budget. Il s'agit d'un ménage sans enfant qui touche des revenus d'à peu près 500 000 € par an, a précisé Laurent Saint-Martin sur France 2. Combien? 500 000 € par an et sans enfant. Premier texte d'économie qui date de l'époque d'Homère, donc qui n'est pas en latin, qui est en grec, explique bien qu'on devient riche en respectant Déméter, qui est la déesse de l'agriculture. Soit en augmentant la plus haute tranche, la tranche marginale de l'impôt sur le revenu qui est à 45%, soit en revenant sur la flat tax, l'impôt unique sur le capital qui a été mis en place en 2017 et qui a été abaissé à 30%. Voilà les pistes qui seraient envisagées. On continue de parler sous avec le coût de la dissolution. A-t-elle vraiment coûté 28 millions d'euros? Combien? La dissolution a coûté plus de 28 millions d'euros aux finances de l'Assemblée nationale. Comment arrive-t-on à un chiffre aussi énorme? Essentiellement, vous allez voir avec les indemnités versées aux collaborateurs des députés qui n'ont pas été réélus. Il y en a 2000, plus de 2000 qui ont été licenciés. Ils partent pas les mains vides, heureusement. Donc leur départ et le calcul de leur solde de tout compte, ça fait quand même 23,5 millions d'euros. Autre coût, l'allocation de retour à l'emploi des députés qui n'ont pas été réélus. Alors, ils n'ont pas droit au chômage parce qu'un mandat, c'est pas un emploi. Mis bout à bout, ça fait presque 2 millions, 1,9 million d'euros pour ceux qui n'ont pas été réélus. C'est juste un manque de respect inouï. Et puis, l'Assemblée nationale a accueilli des petits nouveaux qui n'étaient pas équipés. C'est comme la rentrée des classes. Donc, il a fallu acheter des fournitures, des dépenses supplémentaires pour les nouveaux parlementaires. Ça va être des achats de matériel, des ordinateurs portables, de la papeterie, des fournitures de bureau. Tout ça, quand même, il y en a au total pour 2,3 millions. On ne vit pas dans le même monde. Il est en position de force, alors que tout le monde dit que la Macronie a perdu. Encore une fois, je ne suis absolument pas d'accord. Pour moi, stratégiquement, c'est lui qui a tout gagné. En plus, il faut savoir que les Français sont toujours les dindons de la farce parce que cette élection a coûté extrêmement cher. Déjà, l'organisation de l'élection, ça coûte cher, c'est pas gratuit. Et en plus, avec le résultat des élections, chaque parti politique récupère 1,60 € par voix qui lui a été attribuée. Ça veut dire qu'après ces élections, les partis politiques, grâce aux gentils contribuables, vont avoir, alors je vous donne les sommes, pour le RN, c'est 15 millions d'euros,
Pour les LR, c'est 3,4 millions d'euros. Pour le groupe Ensemble, c'est 10,3 millions d'euros. Pour l'Union de la gauche, c'est 14,36 millions d'euros. Faire que ça. Augmenter les impôts et piquer votre fric. Il ne alors, donc ça terminera comme ça, c'est-à-dire dépenser l'argent des Français et piquer donc vous êtes des impôts. sur la ligne Darmanin-Attal. Moi, je trouve scandaleux déjà les charges, les impôts pour les entreprises, pour les particuliers et tout ça. Et quand tu vois ce qui est fait de ton argent public. Le voleur, ça pille. Je suis comme tout le monde, je dis exactement la même chose. Il y a tellement de choses qui servent à rien dans ce pays que tu pourrais faire des économies, on va pas faire la liste. Ah non, c'est hors budget. Ah, il parle tout le temps d'argent, ce type. 13 € un paquet de fromage râpé, 8 € une barquette de beurre et même 21 € pour ce poulet fermier. Des produits en vente dans les rayons de ce supermarché martiniquais est devenu, comme beaucoup d'autres, hors de prix pour les habitants de l'île. Alors sur cette chaîne, vous avez tous remarqué qu'on a plutôt tendance à aborder des sujets qui fâchent, des thèmes aussi polémiques et controversés que la politique et l'économie. Et c'est vrai qu'il y a de quoi. Là, vous avez entendu tout récemment monsieur Michel Barnier qui voudrait s'attaquer aux plus riches de la société. Alors forcément, certains se disent « Hurrah !» Alors je vous avais déjà expliqué en 2019 qu'ils agitaient délibérément le foulard rouge des riches pour en réalité s'attaquer à la classe moyenne supérieure, la petite bourgeoisie. Il ne faut pas rêver, ils ne vont pas s'attaquer aux ultra riches. Ils pourraient par contre vous faire croire qu'ils s'y sont attaqués parce qu'il y a régulièrement des informations dans la presse qui circulent où ils vous disent qu'ils veulent attaquer les 1% les plus riches. Mais attention, ces gens-là, ils font des tours de passe-passe, ils ont placé leur argent ailleurs, dans la nouvelle économie, notamment l'économie verte, etc. Donc il y a plein de combines où on peut vous faire croire monts et merveilles. Et je vous avais dit dans la précédente vidéo d'ailleurs que monsieur Michel Barnier, qui se présente comme un libéral, qui fait partie de la droite classique, les fameux LR, et qui pourtant, quand on regarde son pédigré astral, on retrouve bien ce cycle de Saturne-Neptune, donc il marque sa naissance en balance, Saturne-Neptune, qu'on retrouve dans le ciel, dans le signe du poisson. Or, le cycle de Saturne-Neptune, c'est plutôt le cycle des radicaux de gauche. Donc, vous voyez d'ailleurs la politique là qu'il compte mettre en œuvre, s'attaquer aux plus riches, c'est plutôt une politique que ne renieraient pas justement les gens qui proviennent de chez LFI. D'ailleurs, si vous regardez, vous pourrez examiner le thème des principaux protagonistes de chez LFI et vous verrez qu'ils sont la plupart en tout cas marqués par ce cycle de Saturne-Neptune. Zemmour, là, sur les impôts, une des premières déclarations de Michel Barnier, c'était dire qu'il était favorable à plus de justice fiscale. Donc on a tous compris qu'il voulait augmenter les impôts, certains impôts. C'est déjà une trahison parce que la ligne de LR jusqu'à présent, c'était pas d'augmentation d'impôts. J'ai entendu comme vous et j'ai compris comme vous. Et ça m'a inquiété comme vous. Car nous sommes le pays le plus imposé d'Europe, d'Occident. Nous sommes avec un niveau de prélèvement obligatoire de 47 ou 48%, c'est colossal. L'Allemagne est à 42. Nous sommes le pays vraiment où il y a le plus d'impôts. Les entreprises sont surimposées. Donc dans la compétition économique mondiale, c'est évident qu'elles sont. Mais où est-ce qu'on trouve de l'argent ? Où est-ce qu'on trouve de l'argent ? Je me permets de revenir. Est-ce qu'il y a un discours ambiant qui nous dit depuis des années la France serait un pays ultra-libéral, très libéral, néolibéral. À vous entendre, j'ai plutôt l'impression que la France serait un pays socialiste sans le savoir. Et vous savez, la blague, dans les années 80, la France est le pays communiste, le seul pays communiste qui a réussi. On n'est pas loin de la vérité, de pire en pire. Vous savez, Jacques Chirac m'avait raconté une anecdote, je vais très vite. On est en 68, le général de Gaulle va assister aux Jeux Olympiques de Grenoble. Il y avait toujours un ministre qui accompagnait le général de Gaulle. En l'occurrence, c'est Jacques Chirac, jeune secrétaire d'État au budget. Qui l'emmène à la gare, et juste à ce moment-là, au moment de partir, le général de Gaulle lui dit « Dites-moi Chirac, à combien sommes-nous de prélèvements obligatoires ?» L'autre blêmit, Chirac lui-même qui me raconte, et il lui dit « Mon général, 33%. 33%. On est à 47 aujourd'hui. Et de Gaulle lui dit « C'est très bien, qu'on en reste là. » On a le Daily Telegraph de cette semaine. Je vous montre. Les voitures pétrole cars, alors les voitures au pétrole, c'est les voitures à essence ou diesel, si vous voulez. Les voitures sont rationnées. Eh oui, elles sont rationnées. On est en train d'aller vers un système à l'URSS. En URSS, pendant que les dirigeants et les apparatchiks du parti collectionnaient des voitures de luxe, eh bien, l'ouvrier moyen, ce qu'il devait faire, ou le citoyen moyen, il devait aller
dans une coopérative, remplir des formulaires et attendre des fois 10 ans pour qu'on daigne lui attribuer une Lada, n'est-ce pas? On est en train d'aller vers la même chose. Je ne suis pas en train de dire que le Royaume-Uni est un pays communiste, mais ce que je suis en train de vous dire, que le capitalisme mourant, quand le système capitalistique est mourant, hein, il arrive vers la fin, il commence à ressembler de plus en plus à un système communiste. Quelques exemples simples. Je vous donne juste prenons un exemple. Le capitalisme, comme vous le savez, il se base fondamentalement sur la liberté d'entreprendre, sur un marché libre, alors que par exemple le communisme va placer l'économie sous contrôle étatique extrêmement étroit, contrôle étatique administratif. On parle souvent d'économie dirigée, centralement planifiée. Les acteurs économiques dans un système communiste ne sont pas libres d'agir comme ils veulent, mais les ordres viennent des diverses administrations, de l'État, du parti, tout ça, et on les aiguille dans une direction. Et c'est pour ça qu'on va toujours au désastre. Le capitalisme est en train d'aller exactement dans la même direction, parce que le capitalisme occidental, qui avant venait, et franchement, je suis, comment dirais-je, c'est une sorte de leçon de vie que je reçois, parce que quand j'étais gamin, vous savez, j'ai grandi en Algérie et tout ça, et je me rappelle que par le biais du FMI, les économies occidentales venaient nous taper dessus en disant il va falloir arrêter la planification centrale, arrêter l'interventionnisme, hein, c'est l'État qui intervient dans l'économie, arrêter le dirigisme, l'État qui dirige l'économie par des lois, des régulations, des décrets, et il faut absolument rentrer dans l'économie de marché. Je vois aujourd'hui que tout ce que je viens de citer est appliqué dans les sociétés, dans les capitalismes occidentaux. Donc plus on avance, plus ils vont vers le dirigisme, l'interventionnisme et tout ça. On est en train de rejoindre la Lada du moscovite. Alors peu importe par quel cheminement on y est arrivé, on y arrive. Alors si vous regardez, ce qui s'est passé, c'est que par dirigisme, par planification centrale, voilà, je resserre un petit peu les mêmes arguments qui ont été utilisés contre les pays africains ou les pays communistes ou autres. Aujourd'hui, on voit la même chose en Occident. Donc, on n'est plus au Royaume-Uni dans une économie libre, dans un marché libre, où les opérateurs choisissent quoi vendre, vers un marché où on a des clients qui sont libres et indépendants et choisissent quoi acheter et quoi ne pas acheter. Aujourd'hui, l'argent qui te reste en tant que citoyen, ce que le fisc daigne te laisser, eh ben, on va créer des lois et des réglementations pour t'obliger à le dépenser d'une certaine manière et pas d'une autre. Donc, que se passe-t-il? On oblige les différents constructeurs de voitures à vendre au moins 22% de voitures électriques. Ils disent au moins 22%, hein, donc pratiquement une voiture sur 5 qui se vend doit être électrique. Et puis, bien entendu, année après année, cette proportion va augmenter jusqu'à atteindre 100%. Or, ce qui se passe, moi, ce que je professe, que le fonctionnaire et l'homme politique n'ont strictement aucun droit d'intervenir dans la liberté d'acheter, la liberté pour un citoyen d'utiliser son argent durement gagné maintes fois et moult fois taxé, de l'utiliser comme bon il l'entend. Et pareil, au sein de l'entreprise, les gens doivent avoir le droit d'entreprendre et vendre des voitures électriques ou des voitures thermiques ou des voitures à pédales. Parce que, tout simplement, chaque fois que le fonctionnaire se substitue aux opérateurs, on va dire historiques du marché, qui sont d'un côté le client, d'un côté les fournisseurs qu'il y a en face, eh bien, ça va vers le désastre. Et c'est vers ça qu'on est en train d'aller. Donc, par dirigisme central, on a décidé que 22% des voitures doivent être électriques. Sauf que le client ne veut pas de voiture électrique. Le client n'en veut pas. Or, par rapport aux opérateurs, aux fabricants de voitures, chaque fois qu'ils vendent un véhicule électrique, ils gagnent avec ça le droit de vendre 4 voitures thermiques. Comme ils n'arrivent pas à vendre les véhicules électriques, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils rationnent les voitures thermiques parce qu'ils ne peuvent pas les vendre. S'ils les vendent, il se passe quoi? Si par exemple à la fin de l'année, on voit qu'ils n'ont pas respecté leur quota centralement planifié, eh bien, on va les punir par des amendes. Donc eux, ils se disent, ça ne me sert à rien de vendre des voitures thermiques maintenant, arriver à la fin de l'année, voir que 10% de mes ventes seulement sont électriques, et donc me retrouver à perdre tous les bénéfices que j'ai faits à cause d'une amende qui va me tomber dessus. Donc qu'est-ce que je fais? Je rationne. Donc maintenant, on est dans le rationnement, et les opérateurs commencent à dire, écoutez, si vous voulez acheter une voiture à essence maintenant,
on peut pas vous la fournir, vous me rentrez sur une liste d'attente et puis on essaiera de faire quelque chose à partir de février-mars 2025. Voilà. Vous voyez où nous sommes en train d'aller gentiment. Donc, ça, c'est aujourd'hui pour les voitures. Demain, ça pourra toucher le pain, ça pourra toucher le lait, ça pourra toucher les médicaments, ça pourra toucher n'importe quoi. Quand j'étais gamin en Algérie, il y avait une époque, à cause de cette planification centrale de l'économie, eh bien, il y avait des aberrations. Par exemple, on pouvait avoir une année où tout le monde a planté de la pomme de terre, parce que les cadres du parti avaient décidé qu'il faut planter de la pomme de terre, parce que l'année d'avant, il n'y en avait pas. Et on va pas peut-être planter de la tomate. Et donc, tout le monde fait de la pomme de terre. Et à un moment donné, elle commence à se jeter, elle commence à pourrir. Ils en ont trop. Et quand tu vas sur le marché, moi, ça m'est arrivé. Donc, je témoigne, je dis c'est pas arrivé à quelqu'un, c'est pas lu dans un livre, c'est moi qui ai eu ça. J'étais gamin, je vais acheter, par exemple, de la tomate. Je dis, je veux 1 kilo de tomate. Il me dit, le marchand dit, ok, je vends 1 kilo de tomate avec 2 kilos de pommes de terre. Voilà. Ça signifie, tu n'as pas le droit, il ne te vendra pas 1 kilo de tomates si tu n'achètes pas avec obligatoirement 2 kilos de pommes de terre. Et voilà. Et on est soumis à ça. Ça, c'est vers où mène le dirigisme. Et l'Europe est en train, les pays européens sont en train d'aller exactement vers ça. Cette question complexe, tendance, qu'est-ce que c'est être riche, Jean-Marc? Oui, c'est une question d'autant plus complexe qu'on a assez souvent donné des définitions d'être pauvre. Et il y a même une définition officielle dans les statistiques de l'INSEE sur le seuil de pauvreté qui est pauvre. En revanche, qui est riche? Il y a beaucoup de définitions, il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup de capacités à désigner les gens, en général de façon assez négative. D'ailleurs, le riche n'a pas bonne presse. Mais qu'est-ce que être vraiment riche? Il n'y a pas de définition totalement opposable. Alors, on peut regarder l'étymologie du mot, c'est-à-dire se poser la question, d'où vient le mot riche? Alors, le mot riche, c'est un mot qui vient probablement du mot rex en latin, c'est-à-dire le roi. Le riche, c'est quelqu'un qui est puissant, qui appartient à l'élite, qui appartient aux gens qui dirigent le pays. Quand on regarde d'ailleurs en latin comment on disait riche, on disait pas rex, on disait opulentus. Et donc, ça donnait en français opulence. Et puis, il y a un autre mot qui est utilisé, c'est dives en latin, et ça veut dire proche des dieux. Donc, le riche, c'est quelqu'un qui a... Alors, opulentus, quand on regarde l'étymologie même du mot latin, ça veut dire c'est quelqu'un qui agit. Donc c'est opéré, c'est quelqu'un qui agit et qui s'est constitué une richesse par son action. Et cette action, elle a été couronnée par la reconnaissance des dieux. Donc c'est quelqu'un qui est à la fois qui travaille et qui est couronné par les dieux. D'ailleurs, le premier texte d'économie qui date de l'époque d'Homère, donc qui n'est pas en latin, qui est en grec, explique bien qu'on devient riche en respectant Déméter, qui est la déesse de l'agriculture. C'est-à-dire que Déméter aime bien les gens qui travaillent, aime bien les gens qui lui rendent un culte, et donc à ce moment-là, on devient riche. Mais donc la richesse est très liée au travail, à l'effort, et en plus, vous l'avez dit en citant Déméter, à la fois à la terre, à l'agriculture, ce qui nous permet de toucher les dieux. De toucher les dieux. Mais derrière l'idée que les dieux s'en mêlent, il y a aussi une composante de chance. On devient riche, et d'ailleurs, assez vite apparaît dans l'histoire de l'humanité des jeux, c'est-à-dire la capacité d'acquérir de l'argent en jouant sous des formes diverses et variées. Et puis arrive le christianisme, vous en parliez, le chat d'une aiguille. Alors je rappelle que le chat d'une aiguille, c'est pas le matou. Le chat d'une aiguille, c'est le trou qu'il y a au bout de l'aiguille. Et dans les évangiles synoptiques, donc les 3 évangiles de Marc, Matthieu et Luc, il y a cette formule: il est plus facile de faire passer un chameau par le chat d'une aiguille que de faire entrer un riche au paradis. Donc, de toute façon, il y a dans cette formule à la fois une forme de condamnation de la richesse et puis une forme de consolation pour le pauvre. C'est-à-dire, le pauvre, au moins, il a cette consolation que... Ou de gros challenges pour le riche. Alors, il faut que le riche trouve le moyen, effectivement, de retrouver le message des dieux, retrouver Déméter, qui a changé, qui est devenu le dieu des chrétiens. Mais il y a, pour le pauvre, la consolation que ça se terminera bien au ciel. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Et donc, au XVIIIe siècle, les Lumières vont dire tout ça,
C'est totalement ridicule. Donc il faut assumer d'être riche, c'est bien d'être riche. Et en 1736, Voltaire va publier un texte qui s'appelle Le Mondain, où il fait l'éloge du riche. Et donc, dans Le Mondain, il y a une formule célèbre, donc je connaissais ce vers, c'est « J'aime le luxe et même la mollesse », et la suite, après, c'est « Tous les plaisirs, les arts de toute espèce, la propreté, le goût, les ornements ». Donc, j'aime le luxe, la mollesse, les plaisirs, les arts, la propreté, le goût, les ornements, tout ce que permet la richesse. Et Voltaire de conclure, tout honnête homme a de tels sentiments. Tout honnête homme a envie d'être riche. Et donc le riche peut se consoler que finalement, d'après Voltaire, non seulement il risque rien, mais il constitue une forme d'idéal. Le mondain devient un idéal. Alors après, pour conclure là-dessus, et puis après je vais essayer de donner la définition du riche, assez vite le riche va être condamné non plus par les Lumières, non plus par les chrétiens, mais il va être condamné par les marxistes et les communistes. Et donc Kennedy va avoir cette formule célèbre, vous savez, on est au moment où on vient de construire le mur de Berlin, il est à Berlin et il fait ce discours célèbre où il dit « Je suis un Berlinois ». Ich bin ein Berliner. Ich bin ein Berliner, et il développe la raison pour laquelle il critique les communistes. Et vous voyez bien, les communistes sont obligés d'enfermer leur population. Et pourquoi? Parce que l'erreur fondamentale des communistes, c'est de vouloir abaisser les riches, alors que tout individu digne de ce nom veut relever les pauvres. Et ce n'est pas le fait d'abaisser les riches qui va apporter la solution à la pauvreté, c'est le fait de donner aux pauvres les moyens de connaître un destin meilleur. Alors la conséquence de ça, c'est qu'effectivement, heureusement, on essaie de relever les pauvres, donc on identifie qui est pauvre, et donc en France, l'INSEE définit les pauvres comme étant les gens qui gagnent moins de 60% du revenu médian. Donc on est pauvre de façon relative, c'est-à-dire on regarde combien gagnent les autres et on est pauvre parce qu'on gagne moins que les autres. Alors est-ce qu'on est riche dans des conditions semblables? Quel va être le revenu à partir duquel on va considérer qu'on est riche? Donc l'INSEE dit il n'y a pas de revenu, c'est simplement, dit l'INSEE, 1% de la population gagne plus avant impôt que 9 660 € par mois. Et donc, on peut considérer que là commencent les riches. Après, vous avez un observatoire des inégalités qui définit le riche à des niveaux qui sont beaucoup plus bas. Et puis, François Hollande avait donné une définition du riche. Alors, je me souviens plus exactement la somme, mais c'était un niveau dans lequel pratiquement tout le monde était riche. D'ailleurs, les gens s'en sont aperçus vu la politique fiscale qu'il a menée ensuite. Puisqu'il s'agissait de faire payer les riches. Et après, ça s'est terminé parce que son ministre de l'économie et des finances lui-même qualifiait de matraquage fiscal. Bon. Il faudrait bien plus qu'une séquence pour traiter ce sujet, mais on le comprend, c'est pas forcément une bonne idée d'abaisser les riches. Et non, je pense que effectivement, alors, pour continuer les citations, vous avez une citation que j'aime beaucoup, c'est un vers de Corneille, et donc Corneille, à un moment donné, dans une pièce qui s'appelle Suréna, qui a l'avantage de n'être connu de personne, sauf moi. Bah et nous maintenant. C'est ma prétention, et Dieu sait si elle est grande. Et donc dans Suréna, à un moment donné, Corneille fait dire à Suréna, qui est un général parthe, « Jamais un envieux ne pardonne au mérite ». Tout d'abord, on va reprendre un peu les bases pour mieux comprendre à quel point ce système des retraites est un gigantesque Ponzi, doublé d'une mise en esclavage. Et je parle dans l'état actuel des choses. La retraite en France est basée sur la solidarité. Les travailleurs actifs cotisent pour financer les pensions des inactifs. En gros, c'est le système de redistribution. Donc lorsque ce sera ton tour, les nouveaux entrants financeront aussi ta retraite. Le problème, selon la thèse officielle, c'est qu'il y a un déséquilibre démographique. La pyramide des âges montre un nombre croissant de retraités par rapport aux inactifs. Et selon les estimations de l'INSEE, ça ne va faire que s'empirer, jusqu'à ce que le Ponzi éclate et que les derniers arrivants, donc toi, puissent bien aller se faire... En attendant, tu auras financé comme il faut la Costa Croisière des boomers immortels. On veut pas mourir! Sur le papier, certes, il y a un déséquilibre démographique, mais on ne parle pas de l'explosion du gain de productivité par tête. Aujourd'hui, un travailleur produit plus de richesse qu'auparavant. Tout ça notamment grâce à l'automatisation des tâches et l'évolution de l'intelligence artificielle. Donc là, c'est pareil, on entretient un mythe qui consiste à faire croire aux gens qu'un travailleur a la même importance qu'auparavant. Alors que non, on se fait grand remplacer par l'automatisation. Et on en est qu'au tout début. Rien qu'avec ChatGPT, les gens sont en train de bégayer. Non, tu n'as pas le droit de remplacer mon métier par une machine. Si, monsieur GPT va te remplacer si tu ne trouves pas de plus-value à ajouter à ton travail. Tu ne peux rien faire face à la conjecture économique qui se dessine. C'est même ce qui va nous conduire à la fin au salaire universel. Oh non, pas ça! Parce qu'il y aura trop de gens inutiles et c'est comme ça. Et on le voit, il y a quasiment plus de caissières. Les usines sont entièrement automatisées. J'arrête pas d'en parler dans mes vidéos, mais n'oubliez pas que le projet c'est vous n'aurez rien et vous serez heureux. Et l'utilisation du vous n'est pas anodine, sinon ils auraient dit nous n'aurons rien. Non.
C'est vous. Alors il faut commencer à voir le reset qui se profile, car c'est vous qui louerez à ceux qui possèdent. Toute cette histoire de retraite n'est qu'un spectacle temporaire pour des gueux qui se tabassent entre gueux. Donc tu comprends bien qu'avancer l'âge de la retraite n'est qu'un moyen d'éluder les vraies problématiques et retarder l'échéance inéluctable du rouleau compresseur de la 4e révolution industrielle. À chaque quinquennat, les chefs d'État se renvoient à la bombe à retardement que sont les retraites. Ils le savent tous que ça ne tiendra pas. Alors à côté, ils continuent de vendre discrètement la souveraineté française à des groupes privés. Est-ce qu'il y a des gens qui sont au courant que la France est aujourd'hui dirigée en majorité par ces mêmes groupes privés? Donc vous l'aurez compris, on est plutôt sur un problème de répartition des richesses et d'une gestion économique très malveillante. Rappelez-vous que la France est le pays le plus taxé au monde. Où va l'argent? Et sûrement pas dans les services publics quand on voit l'état des hôpitaux, où tu dois attendre 10 heures aux urgences alors que t'as déjà un pied dans la tombe. Même les cathéters en cas d'AVC ne sont plus remboursés depuis le 1er mars. Des écoles où on enseigne la théorie du genre à tes gosses entre deux gros porcs, l'insécurité et j'en passe. Il existe en théorie quelques solutions pour maintenir ce Ponzi sous assistance respiratoire. Augmenter le taux de natalité, diminuer les retraites, avancer l'âge de départ, ou alors... Oui, vous me remettrez bien un supplément taxe sur les taxes en France. Bon, déjà on va mettre un truc au clair vis-à-vis de ça. Si un riche ne veut pas payer d'impôts, il n'en paiera pas. Il va bouger sa résidence fiscale aux Bahamas ou dans un pays qui n'est même pas référencé sur la carte, et tu vas rien faire, tu vas pleurer. Quand t'as beaucoup d'argent, tu fais ce que tu veux. À noter que l'évasion fiscale en France est estimée à 100 milliards par an. Combien? Et les outils sont là pour attraper qui il faut. Pourtant, la majorité du temps, on va attraper par le col des petits artisans. Comme ce chef qui a eu l'audace, que dis-je, l'outrecuidance de manger dans son propre restaurant. Croyez-moi que ceux qui ont beaucoup d'argent ont bien des projets pour les gueux. On y reviendra, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Les seules personnes qui vont trinquer, c'est évidemment la classe moyenne comme d'habitude, mais tranquille, il y a Jean Bourgeoise qui fait la techno-gréviste pour taxer les riches. Donc moi j'utilise la danse pour lutter, c'est un acte de résistance. Mais qui sont les riches? Les TPE, les PME? Même moi à mon niveau j'ai pu refuser de participer au cirque de l'enfer fiscal français. Tu crois qu'un milliardaire n'a pas les moyens de se barrer du jour au lendemain? Tu crois qu'un milliardaire n'a pas déjà 50 combines d'optimisation fiscale pour payer encore moins d'impôts que le boulanger en bas de chez toi? Tout ça n'est qu'une gigantesque comédie. Pour ces gens-là, la pauvreté n'est qu'un outil de mode qui sert de levier social pour jouer les Che Guevara. Et il y en a qui vont dire oui mais t'as pas besoin d'être prolétaire pour soutenir la cause. Oui, bon, il y a une part de vérité. Mais là tu vas me dire que tu peux très bien soutenir les prolos tout en étant complice du système qui les en faisant le parasite dans des bullshit jobs financés par les cotisations sociales des prolos eux-mêmes. Moi on me la fait pas, je viens du plus profond de la prolitude et des burgers leader price à la viande de rat. Et croyez-moi que les comédiens je les repère instantanément. Et ceux qui continuent d'être hypnotisés et croire à tout ce cirque, vous méritez votre purification par le Ponzi. Plus encore, les gens se focalisent tellement sur le départ de l'âge à la retraite qu'ils en oublient le montant. On est tous d'accord pour dire que si tu pars à 64 ans avec 5000 € par mois, il n'y aurait pas de manifestation. Donc que tu partes à 40 ans ou à 62 si tu touches une misère, c'est-à-dire en moyenne 1400 € par mois. Et je dis bien en moyenne. Quel putain d'intérêt, surtout au vu de l'inflation et du coût de la vie qui a monstrueusement augmenté. C'est juste une usine à précarité. À ce stade, t'es censé avoir compris que la retraite dans l'état actuel des choses n'est juste qu'un giga scam. En plus de te faire entrer dans une dépendance avec l'État, sachant que les politiques gouvernementales sont susceptibles de changer du tout au tout. En gros, tu remets ta vie entre les mains d'un système corrompu. Et perso, je miserai pas là-dessus. Il existe quand même quelques pistes. La première, bien que très difficile, est celle que je préfère, ma retraite, ma responsabilité. On mise sur soi et perso, c'est ce que je fais. On arrête ces conneries de dépendance à l'État pour gagner 1000 € par mois à 70 ans. On devient responsable et on construit sa propre autonomie. Et ça, c'est ce qui fait peur à la majorité des gens. Ils ont leur petit confort, un toit sur la tête même s'il est délabré, de quoi à peine subvenir à leurs besoins, en plus d'avoir été domestiqués comme il faut. À l'époque, quand je faisais les manifestations avec les gilets jaunes, c'était le feu pour du gasoil à 1,40 € le litre. Aujourd'hui, on est à plus de 2 € dans le plus grand des calmes. On s'est fait masqued, quadruple dosed et enfermé pour une grippe qui a disparu du jour au lendemain. Et là, les gens se réveillent pour une farce de 2 ans sur les retraites. Alors même si miser sur soi c'est beaucoup plus difficile, au moins tu choisis ton indépendance et ton échec relève de ta seule responsabilité. Malheureusement, certaines personnes n'auront pas le choix que de subir les politiques gouvernementales. Comme le dit si bien Jackie, il y aura beaucoup de nomades de misère parce que tout le monde n'a pas les mêmes chances et les mêmes capacités à accéder à l'information. Et je parle de l'information utile. La seule chose qu'on puisse faire et dont on a la responsabilité quand on sait ce qui se passe, c'est de réussir à mettre ses proches à l'abri et former son réseau. Alors ne soyez surtout pas individualiste et tendez la main à ceux qui en ont besoin.